c'est marqué au fer rouge sur nos robes noires, vous êtes des juges laxistes. Et ce qui est pénible aussi, c'est effectivement la montée en puissance des associations de victimes, des victimes dans le procès pénal, qui nous mettent la pression. Oui, c'est vrai. J'ai des convictions. Je peux avoir un certain regard. Voilà, maintenant t'imprimes, et tu décolles. Petite vidéo aujourd'hui, alors on va s'intéresser au syndicat de la magistrature qui a multiplié les prises de position idéologiques et politiques contraires au devoir de réserve. Voilà, c'est particulier puisqu'ils tiennent certains propos qui sont quand même assez ahurissants. Vous verrez par vous-même une vidéo de 5 minutes, chacun parle, chacun tient des propos. Tu sais, il y a une prise de position, hein. Il y a carrément certains qui disent qu'il faudrait être partial, pas impartial, hein, partial, vous avez bien entendu. En gros, ayez un préjugé favorable pour certains par rapport à d'autres. Et visiblement, quand c'est dit comme ça donne cette impression que peu importe la situation, il faut systématiquement que ça soit, en tout cas que la pensée, que la vision soit telle qu'elle. Donc voilà, et ça, selon moi, c'est quand même assez ahurissant, parce que ça veut dire que peu importe le contexte, peu importe la situation, c'est comme ça que l'on doit penser. Pourquoi? Je n'en sais rien. Mais bon, une chose est sûre, information que je vais vous transmettre avant même que cela commence, beaucoup d'entre eux sont clairement de gauche. Pour ce qui est des autres, je n'ai pas forcément leurs informations, mais je me dis qu'aujourd'hui, si dans le syndicat de la magistrature, il y a de grosses têtes et certains juges, voire même des retraités, je pense que pour ce qui est du reste et ceux qui la composent, on doit avoir une idée de quelle position idéologique et politique ils sont. Allez, on commence sans plus tarder. Ah oui, j'ai oublié. Du coup, on va s'intéresser à cette vidéo. Juste après, on s'intéressera aux chiffres de Marc Vanguard hein, sur les crimes et l'insécurité et la délinquance, le bilan de 2025. On fera le comparatif entre 2017, 2024, 2025. Et juste après, on terminera avec une vidéo d'une femme qui parle sur la sécurité nationale concernant la France et le classement de la France. Vous verrez, c'est quand même assez intéressant. Et surtout, l'évolution, comment on a fait pour arriver à ce classement. Allez, on commence sans plus tarder. C'est parti. Cette série documentaire va à la rencontre de 10 magistrates et magistrats. Toutes et tous sont membres du syndicat de la magistrature. Soyez partiaux. La loi s'interprète. Elle dira ce que vous voulez qu'elle dise. Ayez un préjugé favorable pour la femme contre le mari, pour l'enfant contre le père, pour le débiteur contre le créancier, pour l'ouvrier contre le patron, pour l'écrasé contre la compagnie d'assurance de l'écraseur, pour le malade contre la sécurité sociale, pour le voleur contre la police. Dans vos fonctions, ne faites Déjà, on s'arrête 2 secondes. Comment ça, il faudrait avoir des préjugés favorables pour certains? Je pensais que tout cela dépendait du contexte et que c'était quelque chose qui devait être traité, justement, au niveau de la justice. Donc, c'est quand même assez fascinant. Aujourd'hui, soyez partiaux. Ayez un préjugé favorable pour la femme contre le mari. Mais si c'est la faute de la femme, du coup, parce que ce n'est pas impossible, ça peut être le cas. Et du coup, si on part sur un avis favorable, est-ce qu'il n'est pas déjà biaisé? Bon, ok. Pour l'enfant contre le père, là, pour le coup, j'ai presque envie de dire, ça me semble plausible. Pourquoi pas? Pour le voleur contre la police. Comment ça, pour le voleur contre la police? C'est quand même ahurissant. Comment ça, pour le voleur contre la police? Le mec, il a fauté, et on doit prendre, ou plutôt avoir un préjugé favorable pour lui. C'est un voleur. Littéralement, hein. Il se retrouve pas devant la justice parce qu'à un moment donné, il s'est fait arrêter et c'est une bavure policière. Enfin bon. Pourquoi pas, hein, tu sais. Allez, on poursuit. Pas un cas exagéré de la loi, et mépriser généralement les coutumes, les circulaires, les décrets et la jurisprudence. Ne croyez pas qu'un homme soit coupable d'être ce qu'il est, ni qu'il ne dépende que de lui d'être autrement. Autrement dit, ne le jugez pas. Soyez indulgents. Ça, c'est désolé, c'est encore plus drôle. Comment ça, ne le jugez pas? Il est littéralement devant une cour de justice pour ça. Donc, comment ça se passe? Faut pas le juger pour ce qu'il est. Forcément, aujourd'hui, il en est là parce qu'il y a eu différents facteurs. Donc, à chaque fois, forcément, et c'est ça qui est drôle,
Ça veut dire que peu importe qui se retrouve devant la justice, il faut prendre compte tout le contexte familial ou autre qui a engendré tout cela. Donc ça veut dire que pendant les 5-10 années qui sont passées, où justement, admettons, hein, il n'a jamais été confronté à sa famille, il avait la possibilité d'améliorer sa situation, parce qu'on est en France, hein, c'est pas ultra précaire. On a différentes façons de s'en sortir aujourd'hui, des formations ou autres. Cette personne, elle va voler, ou voire même elle commet un crime. Il faut prendre parti pour elle et partir du principe que par rapport à ce qui s'est passé dans sa vie, depuis quand les juges sont psy? Ah mais les choses ont bien changé hein, depuis. Waouh! Normalement, on se contente du contexte. Qu'est-ce qui a généré cela? Ce qui est quand même relativement récent. Voire même, hein, à la rigueur, on se base sur des antécédents. S'il a déjà fait ce genre de choses-là au moins 4, 5, 6 fois, c'est une récidive. Mais c'est quoi? Ils vont se baser sur quoi? Ah oui, en fait, il a une malchance et tout. Il n'a pas réussi à l'école, mais c'est parce qu'il était dans un environnement compliqué. Oh, purée, vas-y, laisse tomber. C'est quoi ces juges? Non, ce sont des psys, des assistantes sociales, enfin... Bref, on poursuit. Indulgents au reste des hommes, n'ajoutez pas à leurs souffrances, ne soyez pas de ceux qui augmentent la somme des souffrances. C'était inséparable pour moi d'être juge et d'être juge syndiqué. Alors, Agnès Zisman, c'est une magistrate française, elle a été juge pendant une quinzaine d'années dans des chambres correctionnelles au tribunal de Paris, puis vice-présidente au tribunal de grande instance de Nanterre. En gros, elle était chargée du service du tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt. Elle a pris sa retraite le 1er février 2012. Toujours intéressant. Moi, je cherche à savoir concrètement les prises de position de chaque personne dont on va entendre parler, ou en tout cas à partir du moment où j'ai le nom. Et elle s'est fait connaître pour ses prises de position critiques sur le fonctionnement de la justice française. Il n'y a pas de souci. Mais bon, nous, ce qui nous intéresse, c'est concrètement, en tout cas moi, ce qui m'intéresse, est-ce qu'elle est beaucoup plus positionnée à gauche ou beaucoup plus positionnée à droite. Et du coup, quand j'ai fait ma petite recherche, sans pour autant trop tergiverser tout dessus, d'après les traces publiques disponibles, tout indique plutôt une orientation à gauche, sans qu'elle affiche une appartenance partisane officielle. Donc voilà, à partir de ce moment-là, tu as une idée. Du coup, elle a contribué à la lettre d'information du syndicat de la magistrature en 2010, le syndicat de magistrats généralement identifié comme le plus à gauche du paysage judiciaire français. D'accord. On poursuit. J'aurais pas envisagé de faire ce métier s'il n'y avait pas eu le syndicat de la magistrature. Voilà, on a c'est marqué au fer rouge sur nos robes noires, vous êtes des juges laxistes. Et ce qui est pénible aussi, c'est effectivement la montée en puissance des associations de victimes, des victimes dans le procès pénal, qui nous mettent la pression. Oui, c'est vrai. Donc, à un moment donné, je suis désolé, hein, je pars du principe qu'à partir du moment où il y a un jugement qui est rendu, qu'on voit qu'à la suite de ce jugement, il y a de nouveau un crime, un délit, quelque chose qui a été commis, parce que, admettons que la personne a été relâchée, ou voire même, elle a eu une peine minime, qui fait qu'elle finisse par sortir, voire même, hein, en sursis, donc elle passe même pas par la case prison. Si à un moment, il y a de plus en plus de personnes qui se plaignent à travers différentes associations, et voire même qu'il y a de plus en plus d'associations, parce que s'il y a plus de monde, il y a plus d'associations, parce qu'il faut pouvoir gérer justement ces personnes-là qui en fait ne savent pas comment s'y prendre ou autre. Le but de ces associations, c'est de les aider justement à se confronter à la justice pour pouvoir avoir quand même gain de cause par rapport au préjudice qu'ils ont subi. Et le mec, il trouve ça presque limite anormal. Et même limite, il trouve ça anormal qu'on le traite, qu'on le considère comme quelqu'un de laxiste. Mais c'est magnifique ça. Mais j'aimerais bien qu'il subisse quelque chose, juste pour voir. Bon après, c'est pas que je le souhaiterais, mais juste pour voir comment lui traiterait son affaire. Si à un moment donné, par rapport à l'agresseur potentiel, admettant qu'il se fasse agresser, si à un moment, il y a un verdict qui est rendu et que le verdict est plutôt léger, est-ce que lui serait d'accord avec? Est-ce que lui considérerait justement que la personne qui a jugé son affaire est laxiste ou pas? Est-ce qu'il serait capable d'aller voir justement une de ces associations? Bien que ça serait étonnant, puisque pour le coup, c'est quelqu'un qui est rodé. Et je pense qu'il doit avoir des contacts. Bref, vous savez ce qui est intéressant? Il y avait une histoire, il n'y a pas si longtemps, d'une personne qui s'était faite... qui avait eu une personne qui avait pénétré chez lui. C'était un squatteur.
Et si je me rappelle bien, c'était une personne qui faisait partie de la magistrature. Et en fait, bizarrement, son cas a été réglé rapidement parce qu'ils ont réussi à faire expulser la personne assez rapidement. Hein. En moins d'une semaine, le mec, il est reparti. Bizarrement, encore une fois, quand il s'agit d'une personne qui est dans la magistrature, ça se fait assez rapidement. Mais quand c'est une personne qui n'a rien à voir avec tout cela, la procédure peut prendre 1 an, même plus d'1 an. C'est magnifique, ça. Waouh! Eh ben, dis donc. Bref, on poursuit. J'ai des convictions. Je peux avoir un certain regard. Je pense que tout peut être interprété. À l'aune, tout est politique, quoi. Il y a beaucoup de situations où, avec un même texte, on peut faire dire tout et son contraire. Il est vrai qu'il y a des questions de sensibilité dans l'interprétation de la loi. On ne peut pas nier cela. On va être un peu plus créatif pour aller dénicher dans les recoins des textes qui existent, ou que les avocats les soulèvent, des éléments qui permettent de rétablir l'équité. Tout ça oriente notre façon de juger. Là où il y a une vraie différence entre des collègues non syndiqués et puis des collègues syndiqués, et notamment syndiqués au syndicat de la magistrature, c'est que nous, on accepte d'avoir cette étiquette. D'être des magistrats engagés. Tant qu'on ne nous a pas remplacés par des machines, tant qu'on n'a pas tout remplacé par des choses automatiques, ce qui est la tentation régulièrement du législateur, tant que j'aurai cette marge de manœuvre, j'exercerai mes responsabilités, évidemment toujours dans les limites que me confère la loi, mais je les exercerai à ma manière quand même. Donc visiblement, c'est sa manière qui prime, hein, tu sais. Et ça, c'est encore plus flagrant. Voilà, parce que c'est en fonction des sensibilités de tout un chacun. Ils ne sont pas là pour chercher à faire respecter la loi, le cadre de la loi. Tu sais, on peut ne pas être satisfait, tu sais, d'un verdict rendu ou autre, mais ça, c'est par rapport à comment, justement, le crime ou le délit a été traité, a été perçu, les éléments, les preuves amenées sur la table. Donc, à un moment, je peux comprendre, mais tu sais, quand tu entends assez souvent que à la suite de certaines choses macabres, tu vois que, en fin de compte, le mec, à la suite d'une récidive, de la 15e récidive, le mec, il sort comme si, tu sais, voilà, quoi, comme si de rien n'était. Je suis désolé. C'est quoi votre sensibilité? Elle est détraquée, elle ne fonctionne pas, il faut la réguler. Qu'est-ce qui se passe? Il faut mettre de l'huile et tout. Peut-être que c'est coincé, ça ne fonctionne plus. Qu'est-ce qui se passe? On se pose des questions. T'entends des histoires, les mecs, ça fait 13 fois il a fait ça. Et c'est seulement quand ça prend une ampleur médiatique que là, bizarrement, quand le verdict il est rendu, ça semble plus ou moins plausible. Et encore. Purée. Mais en fait, c'est en fonction des sensibilités. Voilà. Personnellement, je me demande, est-ce que ça serait pas mieux d'avoir des robots, tu sais? On l'a fait un peu comme les Asiatiques. Ça serait pas mal, je pense. Bref, on poursuit. Le juge, il a ce pouvoir-là d'appliquer la loi finalement comme il veut. Et comme en beaucoup de choses, en toute chose peut-être, c'est une question d'équilibre. La tentation qu'ont certains politiques, qu'ont eu certains politiques de déterminer, alors c'est toujours par défiance à l'égard de ces magistrats supposés laxistes, d'imposer des peines planchées, donc des peines automatiques, quel que soit le parcours, l'individu, etc., au regard du comportement délinquant d'un instant, paf, peine planchée, qui remet en cause, encore une fois, le grand principe de l'individualisation des peines. C'est quelque chose qui me paraît finalement être une rupture ou une violation de la séparation des pouvoirs. L'abolition de la prison, bon, dit comme ça... Personnellement, hein, pour ce qui est des peines planchées, moi, personnellement, j'aurais bien aimé qu'elles reviennent, tu vois. Comme ça, quelqu'un fait quelque chose, bam, il y va. Même si ça doit durer 5 ans, 10 ans ou autre, bon, je pense pas que c'était jusque-là, 6 mois au minima, ouais, tu vas en prison. Tu vas en prison, sûr et certain. T'attends sursis après, mais tu fais au moins minimum 6 mois. Tu restes en prison. Et lui, quand il parle déjà d'abolition de prison, waouh, tu sens que c'est pas avec ces mecs-là qu'on va s'en sortir. Hein. C'est pas ces mecs-là qui vont amener de la sécurité en France. Hein. Lui, il parle carrément d'abolition de la prison. Waouh, d'accord. Bien sûr, c'est pas quelque chose qui est entendable aujourd'hui. Bon, enfin bref, on poursuit. Ça peut heurter, mais parce que on n'arrive pas à penser autrement.
C'est simplement un cadre de pensée qui doit pouvoir être modifié. Je dirais que là, on est dans un paradigme qui met la prison au cœur du système pénal en France. Mais ce paradigme, il peut changer. Faire en sorte... Rappelez-vous que ces mecs font partie du syndicat de la magistrature. Ces mecs, aujourd'hui, t'en as certains, ils sont juges. T'en as certains, enfin, c'est grâce à eux, aujourd'hui, que nous en sommes là. Et si vous constatez dans le paysage, à l'heure actuelle, le paysage français, ça devient de plus en plus compliqué. Voilà. Et le mec, aujourd'hui, il parle littéralement d'abolition de prison, de centre pénitentiaire. C'est du délire. Ce mec, aujourd'hui, je sais pas s'il est juge, mais t'imagines, si tu tombes devant lui et que tu as commis l'irréparable, mais t'es quasiment sûr de t'en sortir. Waouh. Mais sur quoi il se base? En fait, c'est quoi sa boussole? Je ne comprends pas. Bref, on poursuit. Qu'il n'y ait pas davantage de prisonniers que de places disponibles. Et pour cela, il faudrait qu'à chaque fois qu'on condamne quelqu'un à une peine ferme, on s'intéresse en parallèle à sortir, peut-être même avant l'échéance, sous un bracelet électronique ou autre, une personne libérant une place, etc. Qu'on ait une sorte de numerus clausus qui supprimerait nos grosses difficultés liées à la surpopulation pénale. On peut dire ce qu'on... Donc aujourd'hui, pour pouvoir faire en sorte de dégager le nombre de personnes qu'il y a en prison, puisque pour le coup, la prison, elle est surpeuplée, le meilleur moyen, c'est qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est censé rentrer, on fait sortir quelqu'un d'autre. Waouh. Donc, admettons, hein, t'étais censé faire 15 ans, et vu que tu te retrouves dans une prison surpeuplée, on n'a pas d'autre solution que, bon, t'as déjà fait 5 ans, on te fait sortir. Et on fait rentrer l'autre qui est censé faire 20 ans. Donc en fin de compte, tu fais que 5 ans au lieu de 15 ans. Au nom de quoi? Ah, il n'y a pas de place. Ah, waouh, c'est magique, ça. Et après, le mec, c'est quoi? Il récidive. Et après, on le remet en prison et on sort l'autre qui devait rester 20 ans. Et lui aussi, il récidive et ainsi de suite. Et c'est qui paie tout ça? C'est qui subit tout ça? Ah. Alors ici, on a Laurent Degouy. Laurent Degouy, un magistrat français. Il a occupé le poste de vice-président placé auprès du premier président de la cour d'appel de Grenoble, avant d'être nommé par décret du 5 décembre 2024, conseiller à la cour d'appel d'Aix en province. Donc pour le coup, il est également secrétaire national du syndicat de la magistrature, le même syndicat de magistrats identifié comme le plus à gauche du paysage judiciaire français, auquel Agnès Zisman, c'est ce qu'on a vu au tout début, semble également lié. Voilà. Allez, on poursuit. On peut dire oui, mais voilà, il doit être puni. Très bien, il doit être puni. Mais ce qui compte aussi dans la peine, la réhabilitation, elle est pour la personne, certes, mais elle est aussi pour la société. Donc aujourd'hui, la réhabilitation, elle est pour la société. Je ne vois pas en quoi cela peut nous aider de réhabiliter quelqu'un dans la société. Franchement, hein, que l'on perde une personne aujourd'hui, est-ce que ça va changer quelque chose? Non, je ne pense pas. Franchement, je ne pense pas. D'autant plus que cette personne est un danger potentiel. Qu'il ait des compétences, ça pourrait être pas mal, hein. Mais même si la société en fait n'est pas dans la capacité de pouvoir l'exploiter puisqu'il est en prison, je peux t'assurer que la société s'en sortirait mieux. Parce que si à un moment donné, il décide de commettre un crime, parce qu'il n'est pas rentré pour rien le mec hein, en prison, ben ça sera pire que les compétences en fait dont on pourrait se passer selon moi, qu'il a. Bref, on poursuit. Du coup, ici, on a Manon Lefebvre. Manon Lefebvre est magistrate, substitute du procureur de la République. Selon un décret de nomination en juillet 2022, elle a été affectée au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, dans le ressort de la cour d'appel de Douai. Elle est connue, pour 2 choses. Elle est signataire de la fameuse tribune des 3000 magistrats 2021, alertant sur des conditions de travail dégradées dans la justice française. On est à bout de force. Voilà, d'accord. La gauche est à bout de force. Et elle est secrétaire nationale du syndicat de la magistrature, le même syndicat situé à gauche du paysage judiciaire. Rappelez-vous, hein, Agnès Zisman avait fait comprendre que si le syndicat de la magistrature n'existait pas, elle n'aurait pas fait ce travail. C'est à se demander en fin de compte pourquoi elle est venue faire ce travail. Pourquoi? Pour quelle raison? Est-ce que c'était vraiment pour rendre justice ou pour partir sur une forme de militantisme politique? Je sais pas. Bref, on poursuit et on va terminer.
La prison, c'est un moyen qui je trouve est de plus en plus archaïque. Enfin, je veux dire, quand on visite une prison, on se dit bon, maison d'arrêt, 22 heures sur 24 à l'intérieur d'une cellule. On n'en sort jamais indemne, même si on n'y va que 3 ou 4 mois, on n'en sort jamais indemne, hein, ça faut pas... Je pense que si chaque fois qu'un tribunal correctionnel se disait « je voulais mettre 8 mois », quelquefois on prononce 8 mois même, j'en mets 6, il ne se passe rien. Et on résout une grande partie de la surpopulation carcérale. En fait, quand on a arrêté d'envoyer des gens en prison et on en a fait sortir plein. Voilà. Et je crois pas que le monde se soit écroulé. Je crois pas que la criminalité ait augmenté liée à ça. Voilà. Donc c'est vraiment une piste. Mais pour ça, c'est pas mystérieux. Il faut revoir les peines, il faut revoir les quantums de peine, il faut rendre plus difficile le prononcé de peine de prison. Tu sais, ce qui est d'autant plus intéressant pour moi dans ce qu'elle vient de pondre, c'est « je ne crois pas ». Ce n'est qu'une histoire de croyance, ce n'est qu'une histoire de ressenti. C'est, voilà, il n'y a pas de, oui, alors selon les chiffres démontrent que depuis 10 ans, 15 ans, il y a une amélioration ou une dégradation pour le coup. Non, non, je ne crois pas que les chiffres, en fait, c'est à se demander si cette dame, je ne sais pas ce qu'elle est concrètement, est-ce qu'elle fait correctement son travail. Parce qu'à un moment donné, quand tu te soucies justement de la situation du pays, surtout quand tu es à ce poste, moi, je pars du principe que tu es censé constater justement s'il y a une dégradation vis-à-vis et en lien avec leur choix, parce que pour le coup, c'est eux qui rendent le verdict, ou est-ce que, en fin de compte, il y a une amélioration. Et s'il y a une amélioration, on peut dire que concrètement, ils font bien leur travail. Que ça soit l'incarcération et jusqu'à même, à la fin, bien sûr, la réintégration dans la société. Moi, ça ne me dérange pas, hein, qu'on pousse certaines personnes à se réintégrer dans la société. Bien sûr, ça dépend qui. Mais à partir du moment où on peut être sûr que ce qui a été fait dans la prison a renforcé cette idée, c'est même au-delà de l'idée, hein, on a une assurance au niveau des statistiques, que les personnes qui sortent de prison se réintègrent dans la société, sans pour autant partir sur une forme de récidive. Franchement, si c'est ça, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas le cas. On va aller voir dans une deuxième vidéo. Parce que pour le coup, ça a duré assez longtemps. On s'arrête là. Comme d'habitude, lâchez les j'aime pas, les commentaires. Bonne chance à nous. À la prochaine.